Jean-Pierre Montalvo s'immobilisa devant l'imposante porte en chêne massif de son appartement situé dans une résidence haussmannienne de grand standing, au cœur du prestigieux 16e arrondissement de Paris. Ce lieu, il l'avait offert à Valérie peu après leur mariage, un nid d'amour luxueux qu'elle décrivait comme son refuge artistique, son sanctuaire personnel pour les périodes où il devait s'absenter pour ses affaires internationales. Aujourd'hui, Jean-Pierre revenait de Londres 2 jours plus tôt que prévu, le cœur battant d'anticipation. Il serrait fermement dans sa main une boîte recouverte de velours, contenant une poupée de collection en porcelaine qu'il avait dénichée chez un antiquaire londonien pour sa petite Manon, son « petit ange ». Depuis l'aéroport, il avait tenté de joindre Valérie à 5 reprises, mais n'avait obtenu pour seule réponse que la voix froide et impersonnelle de la messagerie. Se disant que son épouse était probablement sortie faire du lèche-vitrine ou qu'elle se prélassait sous la douche, Jean-Pierre décida de ne plus attendre. Il sortit le double des clés qu'il gardait toujours sur lui et l'inséra dans la serrure complexe. Le mécanisme céda avec un clic sec et familier. Cependant, le sourire plein d'illusions qui illuminait le visage du père s'effaça instantanément dès qu'il franchit le seuil du vestibule. L'air conditionné fonctionnait à plein régime, glacé, mais ce qui le figea sur place fut l'odeur nauséabonde qui saturait l'atmosphère. Ce n'était pas le parfum délicat de lavande dont Valérie se vantait tant auprès de ses amis. C'était un mélange écœurant de champagne ranci, de fumée de cigarettes épaisses et de parfums bon marché. Les vestiges olfactifs d'une fête décadente qui s'était mal terminée. Jean-Pierre fronça les nez, le dégoût lui montant à la gorge, et avança prudemment vers le grand salon. Le spectacle qui s'offrit à lui ressemblait davantage à un champ de bataille ou à une fin de marché chaotique qu'à un intérieur bourgeois parisien. Des coussins de soie, habituellement parfaitement alignés, gisaient éparpillés sur le sol, au milieu de bouteilles de vin rouge et de champagne vide qui roulaient sur le parquet en point de Hongrie. Au centre de ce désordre, Valérie était affalée à plat ventre sur le canapé en velours, sa robe de créateur remontée et froissée, sa chevelure blonde emmêlée masquant son visage. Sa respiration était lourde, saccadée, et elle empestait l'alcool à plusieurs mètres. Elle dormait comme une masse, assommée par les excès de la veille. Dans son ivresse, Valérie avait sûrement pensé que la femme de ménage arriverait tôt, réveillerait Manon et l'emmènerait au parc comme d'habitude, lui permettant ainsi de dormir à poing fermé sans se soucier de rien. Jean-Pierre secoua la tête, ravalant une vague de frustration et de colère. Au lieu de réveiller son épouse pour écouter des excuses bidons et mensongères, il décida d'aller chercher sa fille lui-même pour l'éloigner de ce taudis au plus vite. Il se dirigea d'un pas pressé vers la chambre du fond, au bout du long couloir, là où Manon logeait. Mais il se figea net en arrivant devant la porte. Un verrou métallique industriel, flambant neuf, brillait sinistrement, assurant la fermeture depuis l'extérieur. Jean-Pierre sentit son sang se glacer. C'était le genre de verrou qu'il utilisait pour sécuriser ses entrepôts, pas pour transformer la chambre d'une petite fille de 5 ans en cellule de prison, l'enfermant de l'intérieur sans aucune échappatoire. « Manon » appela doucement Jean-Pierre, la voix tremblante, tout en tirant frénétiquement le verrou et en poussant la porte. Instantanément, l'obscurité l'enveloppa car les lourds rideaux de velours étaient tirés, bloquant toute lumière du jour. Avec l'obscurité vint un air vicié, lourd, suffocant, portant l'odeur aigre et distinctive du vomi que personne n'avait nettoyé. C'était le signe indéniable que la gouvernante en qui Valérie avait confiance n'avait pas mis les pieds ici depuis longtemps. Sans hésiter, Jean-Pierre actionna l'interrupteur. La lumière crue du plafonnier révéla un panorama qui broya le cœur du père. Manon n'était pas dans son lit douillet à baldaquin. Elle était recroquevillée à même le parquet froid, son petit corps tremblant comme une feuille sous l'effet d'une fièvre intense qui la consumait. Oubliant son costume impeccable et sa mallette, Jean-Pierre jeta tout au sol, y compris le cadeau, et se précipita vers elle. Il s'agenouilla, glissa ses mains sous les épaules frêles de sa fille et fut terrifié par la chaleur brûlante de sa peau. « Je suis là, ma chérie. »« Papa est là », murmura Jean-Pierre, la voix brisée par l'angoisse. En réponse, les yeux de Manon, cernés de noir et enfoncés dans leurs orbites par l'épuisement, s'ouvrirent avec une difficulté déchirante. Elle vit son père, mais son regard était vitreux, perdu, dépourvu de cette étincelle de joie habituelle. Tandis que sa petite main pressait fermement son ventre gonflé, ses lèvres gercées bougèrent à peine. Dans un effort surhumain, l'enfant tenta de se rapprocher de Jean-Pierre. Ses doigts faibles s'agrippèrent à la chemise en popeline de son père et, simultanément, des larmes coulèrent de ses yeux déshydratés. « J'ai mal au ventre. J'ai très mal. » Ça se tord, chuchota Manon, le souffle court,
chaque mot puisant dans ses dernières réserves d'énergie. Manon. Manon, ma vie, calme-toi, regarde-moi, s'affola Jean-Pierre en tapotant doucement la joue de sa fille avec des mains qui tremblaient de manière incontrôlable. Juste au moment où le petit corps s'affaissait, et évanoui dans ses bras, le souvenir sombre d'il y a 3 ans l'envahit, lui serrant l'âme. C'était l'image de sa défunte épouse rendant son dernier soupir, lui laissant une unique mission, prends soin de Manon. Mais aujourd'hui, cette promesse volait en éclats sous ses yeux, car son propre aveuglement et sa confiance mal placée avaient mis sa petite fille en danger de mort. Répondant aux cris d'angoisse de Jean-Pierre, Manon remua légèrement, revenant à elle. Mais au lieu de se sentir en sécurité, ses yeux s'agrandirent de terreur en voyant la porte de la chambre ouverte, laissant filtrer la lumière du couloir. Non. N'ouvre pas la porte. Manon se recroquevilla, essayant de repousser Jean-Pierre, le visage livide de peur. Ferme-la, papa. La sorcière va savoir. La sorcière va m'emmener. Personne ne t'emmènera, mon amour, affirma Jean-Pierre en la serrant contre lui pour tenter de la calmer. Je suis là maintenant. Dis-moi, pourquoi as-tu si peur qu'on ouvre la porte? Manon sanglota, les larmes roulant sur ses joues émaciées. C'est la règle du jeu. Maman Valérie m'a dit. Quel jeu, ma puce? Le jeu de la princesse dormante, murmura Manon, la voix entrecoupée par l'épuisement. Maman Valérie m'a dit que chaque fois que tu partirais, je devais boire le lait magique rose. Après l'avoir bu, je devais dormir tout de suite. Si je me réveille et que je sors de la chambre, la sorcière va m'emmener et elle ne te laissera plus jamais me voir. En entendant cela, Jean-Pierre sentit un froid polaire lui parcourir l'échine. Il suivit le regard terrifié de sa fille vers la table de chevet. Là, un verre de lait à moitié consommé trônait, avec une croûte rosâtre et sèche sur les bords. Lorsque Jean-Pierre approcha le verre de son nez, une odeur forte, chimique et douceâtre l'assaillit. Ce n'était définitivement pas du lait à la fraise ni rien de comestible, mais l'arôme typique de produits pharmaceutiques mal broyés et mélangés. La fureur bouillonna dans sa poitrine comme de la lave. Valérie avait utilisé des médicaments pour forcer sa fille à dormir comme une marmotte, la transformant en une véritable princesse dormante, pour pouvoir profiter de ses fêtes débauchées sans être dérangée. Soudain, Manon fut prise de violent haut-le-cœur. Son petit corps fut secoué par des spasmes, réaction brutale à une overdose médicamenteuse dans un estomac vide. Jean-Pierre lui soutint la tête avec horreur, mais ce qui le terrifia le plus, ce fut que la respiration de Manon devenait de plus en plus courte et faible, signe clair d'une détresse respiratoire imminente. Sachant qu'il n'y avait pas une seconde à perdre pour affronter son épouse endormie, Jean-Pierre sortit son téléphone portable de sa poche avec des mains tremblantes et composa le numéro d'urgence, le 112. 112, quelle est votre urgence? J'ai besoin d'une ambulance immédiatement à la résidence haussmannienne, rue de la Pompe. Hurla Jean-Pierre dans le combiné, sa voix puissante d'homme d'affaires brisée par la supplique d'un père impuissant. Ma fille a 5 ans, elle a du mal à respirer. Je crois que c'est un empoisonnement médicamenteux. S'il vous plaît, dépêchez-vous, je la perds. Nous avons localisé votre position. L'ambulance est en route. Restez en ligne et surveillez la respiration de l'enfant. Par la grande fenêtre de la chambre, les lumières de Paris devinrent floues à travers les larmes de Jean-Pierre, tandis qu'au loin, le hurlement caractéristique de l'ambulance déchirait le silence de la nuit, apportant une ultime lueur d'espoir. Dès que la sirène s'arrêta au pied de l'immeuble, Jean-Pierre n'attendit pas les ambulanciers. Il souleva Manon dans ses bras et sortit de la chambre comme une flèche. Son regard brillait d'une détermination mêlée de peur en passant devant le corps endormi de Valérie dans le salon. Laissant derrière lui cette maison pleine de mensonges et son épouse traîtresse, Jean-Pierre serra sa fille contre lui, courant contre la montre pour sauver la vie de ce qu'il avait de plus précieux au monde. Les portes automatiques des urgences de l'hôpital privé de Paris se refermèrent brusquement juste devant les chaussures de Jean-Pierre, le laissant seul, debout dans un couloir blanc immaculé qui sentait fort le désinfectant. À l'intérieur, les ombres rapides des infirmières et des médecins s'agitaient, se reflétant sur la vitre dépolie, créant un film muet et terrifiant sur la lutte pour la vie de Manon. Jean-Pierre recula de quelques pas et se laissa tomber sur un banc en plastique dur et froid. Il appuya ses coudes sur ses genoux, les mains jointes et serrées jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Le temps s'écoulait, lourd comme du plomb. Chaque seconde ressemblait à un siècle. Il tendait l'oreille, essayant de distinguer les pas précipités,
le cliquetis des instruments sur les plateaux métalliques et le bip constant du moniteur cardiaque, le seul son qui confirmait que le petit cœur de sa fille battait encore. Presque une heure plus tard, dans un silence oppressant, la porte des urgences s'ouvrit. Le chef de service sortit, retira son masque chirurgical et révéla un visage grave. Il ne regarda pas le dossier, mais droit dans les yeux de Jean-Pierre, avec un mélange de professionnalisme et de pitié pour ce père désespéré. « Bonjour, monsieur Montalvo. » Jean-Pierre se leva d'un bond. « Comment va ma fille, docteur ? » « Elle est stable. Nous avons réussi à faire un lavage d'estomac et nous lui administrons du sérum pour rééquilibrer ses électrolytes. Le plus grave est passé, mais... » Le médecin hésita, cherchant les mots les moins brutaux pour annoncer la nouvelle. Les résultats sanguins viennent d'arriver. Nous avons trouvé des niveaux très élevés de benzodiazépine, un sédatif puissant, et des traces d'alcool dans son sang. Jean-Pierre recula d'un pas, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Des sédatifs ? Vous voulez dire des somnifères ? C'est exact. Et ce n'était pas une dose unique. Vu l'état d'inflammation sévère de la paroi stomacale, je crains que l'enfant n'ait consommé ce produit chimique de façon continue depuis plusieurs jours. Son estomac était complètement vide, sans aucune trace de nourriture, seulement des acides et des restes de médicaments qui lui détruisaient l'organisme. Le médecin baissa la voix, marquant chaque mot. « Monsieur Montalvo, je dois être honnête. Si vous l'aviez amené quelques heures plus tard, son système respiratoire se serait arrêté pendant son sommeil. Nous avons failli la perdre. » Un frisson glacial parcourut le dos de Jean-Pierre, le paralysant. La vérité que le médecin venait de révéler était plus brutale que tout ce qu'il avait pu imaginer. À ce moment précis, l'ascenseur au bout du couloir s'ouvrit, brisant la tension. Valérie en sortit en courant, agitée. Elle avait enfilé un manteau de fourrure hors de prix par-dessus son pyjama en soie froissée et portait ses pantoufles, signe de sa précipitation. Ses cheveux blonds étaient à moitié coiffés et, bien qu'elle fût à plusieurs mètres, Jean-Pierre pouvait sentir l'odeur forte de chewing-gum à la menthe qu'elle mâchait frénétiquement pour tenter de dissimuler les relents d'alcool. « Jean-Pierre. Où est Manon ?» Valérie accourut, les yeux rouges et larmoyants, agrippant le bras de son mari, jouant le rôle de la belle-mère éplorée à la perfection. « Je viens de me réveiller et j'ai vu que toi et la petite n'étiez plus là. J'ai eu si peur. »« Docteur, comment va-t-elle ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Jean-Pierre resta de marbre, laissant Valérie s'accrocher à lui. Il fixa intensément les yeux de sa femme, qui ne cessait de fuir son regard, incapable de soutenir le sien plus de 2 secondes. Sous ce masque de fausse inquiétude, il décela la peur et le mensonge. Le docteur dit que c'était une intoxication alimentaire sévère, mentit Jean-Pierre, sa voix étrangement calme dissimulant la tempête qui faisait rage en lui. « Qu'est-ce que tu lui as donné à manger pendant que je n'étais pas là ?» Valérie se figea un instant, puis recouvrit rapidement son trouble par des larmes de crocodile. « Je ne sais pas. Ces jours-ci, la petite ne dormait pas, elle pleurait toute la nuit pour toi. J'ai eu tellement pitié d'elle. Je lui ai juste donné un tout petit peu de sirop aux herbes pour qu'elle s'endorme. Peut-être. Peut-être qu'elle était trop fatiguée et j'ai oublié de lui préparer le dîner hier soir. Je me suis trompé, je suis une mauvaise mère. » Elle éclata en sanglots, posant sa tête sur l'épaule de Jean-Pierre, attendant la consolation habituelle. Mais cette fois, les bras de Jean-Pierre ne s'ouvrirent pas pour l'accueillir. Il regarda cette main aux ongles manucurés parfaits s'agripper à sa veste, contrastant violemment avec les mains maigres et déshydratées de Manon quelques instants plus tôt. Au lieu de faire un scandale et de démasquer son épouse sur le champ, Jean-Pierre ravala sa rage jusqu'au fond de ses entrailles. Son expérience des affaires lui avait appris que pour piéger un gros animal, le chasseur doit être patient et attendre le moment opportun. Jean-Pierre retira doucement la main de Valérie, se tourna vers le chef de service et lui fit un clin d'œil discret. « Docteur, mon épouse est très bouleversée. Elle doit rester ici pour signer des papiers d'assurance et des formalités complexes pour Manon. J'ai besoin que vous et l'infirmière l'aidiez à remplir toutes les informations. C'est obligatoire qu'il y ait 2 tuteurs, n'est-ce pas ? » Le médecin, habitué aux situations familiales délicates aux urgences, comprit instantanément et acquiesça professionnellement. « C'est exact, monsieur. Madame Montalvo, veuillez m'accompagner au bureau administratif. Nous devons compléter le dossier d'admission immédiatement pour assurer les meilleurs soins à l'enfant. » Valérie hocha la tête,
essuyant les larmes qui avaient fait couler son mascara sur sa joue. Elle ne se douta de rien, pensant que Jean-Pierre était trop occupé par l'état de la petite et avait besoin de son aide administrative. Elle suivit docilement le médecin et l'infirmière vers le guichet, soupirant de soulagement, persuadée d'avoir dupé son mari. Profitant que Valérie était occupée avec la paperasse et sous la surveillance discrète du personnel hospitalier ou une façon de la garder sous contrôle, Jean-Pierre s'éloigna, se cachant dans un coin sombre du couloir. Le regard de douleur et d'impuissance du père disparut, remplacé par le regard froid et calculateur d'un homme d'affaires impitoyable face à une opération hostile. Il savait qu'il ne pouvait croire un seul mot de Valérie. Il lui fallait des preuves. Des preuves irréfutables pour extirper ce mal de la vie de sa fille à jamais. Jean-Pierre fit demi-tour et marcha rapidement vers l'ascenseur, appuyant sur le bouton du parking souterrain. La porte métallique se referma, le séparant du brouhaha de l'hôpital, laissant Valérie dans une fausse sécurité dans la salle d'attente. Dans l'espace clos de la cabine qui descendait, Jean-Pierre sortit son téléphone sécurisé. Ses doigts glissèrent rapidement sur la liste de contacts et s'arrêtèrent sur le numéro de son chef de sécurité privée. « Stéphane, écoute-moi bien », dit Jean-Pierre au téléphone d'une voix grave et glaciale. « J'ai besoin de toi et de ton équipe à la résidence, tout de suite. Fouillez tout. Récupérez toutes les bouteilles d'alcool, les emballages de médicaments dans la poubelle et, le plus important. » Jean-Pierre hésita une seconde, inspirant profondément pour contenir son émotion. Extrayez la carte mémoire de la caméra cachée dans l'ours en peluche de la chambre de Manon et celle de la statue du salon. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé ces 3 derniers jours. Que rien ne vous échappe. Le crissement des pneus sur le pavé retentit lorsque la berline noire de Jean-Pierre freina sec devant le hall de la résidence. La portière s'ouvrit et Jean-Pierre sortit, son costume coûteux froissé mais son visage plus dur et froid que jamais. La panique du père portant sa fille à l'hôpital s'était évaporée, laissant place à la détermination d'un homme en quête de vérité. Derrière lui, Stéphane et 3 gardes du corps massif portaient des mallettes métalliques remplies d'équipements spécialisés. Sans que Jean-Pierre n'ait à prononcer un mot, l'équipe de sécurité comprit sa mission. Ils entrèrent dans l'ascenseur dans un silence professionnel, l'ambiance tendue tandis qu'ils montaient au dernier étage. La porte de l'appartement s'ouvrit à nouveau. Le même désordre, la même odeur pestilentielle, mais maintenant, pour lui, cette maison n'était plus un foyer, c'était une scène de crime. La lumière jaune des lustres en cristal illuminait le champ de bataille de la fête de la veille comme des témoins muets de la dépravation de sa propriétaire. Au travail, ordonna brièvement Jean-Pierre d'une voix sépulcrale. Ne laissez rien au hasard. Suivant ses ordres, l'équipe se dispersa dans l'appartement. Munis de gants blancs et de lampes spéciales, ils commencèrent à inspecter chaque recoin, transformant l'espace luxueux en un lieu froid et étranger. Le bruit des sacs plastiques pour conserver les preuves et le clic des appareils photo rompirent le silence lugubre. Jean-Pierre ne participa pas à la fouille. Il resta au milieu du salon, ses yeux parcourant les bouteilles renversées, essayant d'imaginer ce qui s'était passé ici durant ces 3 jours d'absence. La voix de Stéphane, depuis la cuisine, le ramena à la réalité. « Monsieur Montalvo, vous devez voir ça. » Jean-Pierre marcha rapidement vers la cuisine. Stéphane se tenait près de la poubelle intelligente, tenant un sac noir qu'il venait de sortir du fond. Il le posa sur l'îlot central en marbre et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des bouteilles vides de Grand Cru, de vodka et de champagne, assez pour assommer un régiment. Mais ce qui hérissa le poil de Jean-Pierre ne fut pas la quantité d'alcool, mais ce qui était mélangé aux mégots de cigarettes, des plaquettes vides de sédatifs puissants brillaient d'un éclat argenté froid sous la lumière. Des emballages de chewing-gum à la menthe jonchaient le tout, ce que Valérie utilisait pour masquer son haleine. Des somnifères, murmura Jean-Pierre en serrant les dents. Elle les utilisait comme des bonbons. Il fit volte-face et fit face à l'énorme réfrigérateur américain, l'orgueil de cette cuisine moderne. Jean-Pierre tira violemment la porte. Un air froid s'échappa, apportant une odeur de nourriture avariée. L'intérieur était terriblement vide. Pas de briques de lait frais, ni de fruits, ni de légumes, rien de nutritif pour une enfant en pleine croissance. Les étagères ne contenaient que des plateaux de charcuterie entamés suintant de gras, des morceaux de fromage moisi et des douzaines de bouteilles de bière et de vin se disputant l'espace avec des canettes de boissons énergisantes. Le contraste amer entre le frigo à alcool plein et le frigo à nourriture vide fit serrer les poings de Jean-Pierre jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans sa peau. La haine lui monta à la poitrine, brûlante.
Il réalisa que sa fille avait été affamée délibérément au milieu de l'opulence de cette même maison. « Mettez tout sous scellé, dit Jean-Pierre, la voix tremblante de rage contenue. Emportez tout comme preuve. Il se retourna et quitta la cuisine, incapable de supporter cette scène plus longtemps. Il marcha vers le salon et son regard s'arrêta sur la statue abstraite en bronze posée sur une étagère haute. C'était un cadeau qu'il avait acheté lors d'une vente aux enchères caritatives. Valérie disait toujours qu'elle était hideuse et voulait la jeter, mais elle n'avait jamais su que dans l'œil de la statue se trouvait une caméra de sécurité minuscule que Jean-Pierre avait installée secrètement après le décès de sa première épouse, pour surveiller le personnel de maison. Il approcha une chaise et descendit la statue avec précaution. Stéphane lui tendit rapidement un lecteur de cartes. Jean-Pierre retira la petite carte mémoire du compartiment secret, la serrant dans sa main comme si c'était la clé unique pour ouvrir la porte de la vérité. Ensuite, Jean-Pierre entra dans la chambre de Manon. La pièce sentait encore le vomi aigre. Il marcha vers le coin où le vieil ours en peluche, Monsieur Bouton, gisait sur le sol froid. L'ours avait perdu un œil, son pelage était usé et poussiéreux. Valérie détestait cet ours, elle voulait toujours le jeter pour le remplacer par des poupées coûteuses mais sans âme. Mais pour Manon, Monsieur Bouton était son meilleur ami, et pour Jean-Pierre, c'était son œil vigilant. Il ramassa l'ours, secouant doucement la poussière avec la prudence d'un expert désamorçant une bombe. Jean-Pierre retira habilement l'œil restant de l'ours. À l'intérieur de l'orbite en plastique se trouvait un dispositif d'enregistrement audio et vidéo miniature, activé par le mouvement. Là étaient stockées les images et les sons les plus honnêtes, vus depuis la perspective de l'enfant, des choses que les adultes ignorent ou tentent souvent de cacher. « Je l'ai », dit Jean-Pierre à voix basse. Les données des 2 cartes mémoire furent rassemblées. Jean-Pierre fit signe à Stéphane et à l'équipe de continuer à collecter des preuves pendant qu'il se retirait dans son bureau. La pièce était sombre, les rideaux épais bloquant complètement les lumières de la ville. Il posa son iPad sur le bureau, connectant le lecteur de cartes. Le doigt de Jean-Pierre hésita avant de glisser sur l'écran. Il s'arrêta sur le premier fichier vidéo, enregistré l'après-midi de son départ pour l'aéroport. Une peur subtile s'insinua dans son esprit aux peurs de voir ce qu'il avait manqué, peur d'affronter la cruauté qu'il avait involontairement permise. Mais l'image de Manon au sol, murmurant de douleur, apparut dans son esprit comme un rappel brutal. Il n'avait pas le droit d'avoir peur maintenant. Il devait la vérité à sa fille. Jean-Pierre prit une grande inspiration et appuya sur lecture. L'horodatage dans le coin de l'écran indiquait 3 jours plus tôt, quelques minutes seulement après son départ. Sur l'écran, Valérie se tenait là, disant au revoir à son mari avec son sourire doux habituel. Mais dès que la porte de l'ascenseur se referma, ce sourire s'éteignit comme une lumière qu'on débranche. Elle se retourna, poussant un long soupir de soulagement, et sortit immédiatement son téléphone. Son visage joyeux et calculateur remplaça totalement la tristesse feinte. « Allô ? Le vieux est parti pour Londres. » Au moins 5 jours, entendions la voix de Valérie par le haut-parleur de l'iPad, froide et moqueuse. Appelle toute la bande. Ce soir, c'est la grande fête. N'oubliez pas d'apporter de l'alcool fort, ici il n'y a que ces vins rouges ennuyeux. Jean-Pierre retint son souffle, avançant la vidéo. Quelques heures plus tard seulement, l'appartement tranquille s'était transformé en boîte de nuit. La musique assourdissante faisait trembler le sol, des lumières stroboscopiques clignotaient. Une foule d'inconnus, hommes et femmes vêtus de manière provocante, avait envahi la maison, dansant, criant et piétinant les jouets en bois de Manon jetés sur le tapis perçant hors de prix. Au milieu de ce chaos, la porte de la chambre de Manon s'entr'ouvrit. La caméra de la statue enregistra clairement la petite fille dans son pyjama rose. Manon serrait fort Monsieur Bouton, ses grands yeux surpris cherchant une protection parmi la foule d'ivrognes qui riait et la pointait du doigt. « Regardez, la poupée de Jean-Pierre s'est réveillée !» cria un homme avec une bouteille. « Et gamine, tu veux un verre ?» Tous éclatèrent de rire. Manon recula, effrayée, ses petites épaules tremblant. Au lieu de courir consoler sa belle-fille, Valérie surgit de la foule, le visage déformé par la colère d'être interrompue. Elle arracha l'ours des bras de Manon, le jeta violemment au sol et agrippa le bras maigre de l'enfant, la traînant de force vers sa chambre. La brutalité manqua de faire tomber Manon, qui n'osa pas pleurer fort, sanglotant juste de peur. Jean-Pierre sentit une oppression dans sa poitrine. Il passa au fichier vidéo enregistré par la caméra dans l'œil de l'ours, qui était maintenant au sol dans la chambre.
L'angle était bas, légèrement tremblant, mais suffisant pour tout voir. La porte claqua, étouffant le bruit de la musique. Valérie se retourna avec un verre de lait et une plaquette de pilules à la main. Elle s'assit sans souci sur le bord du lit, utilisant une cuillère pour écraser 2 comprimés blancs dans le lait, remuant sans la moindre hésitation ni remords. Le bruit de la cuillère métallique contre le verre résonnait fort dans le silence. « Bois ça », ordonna Valérie en approchant le verre de la bouche de Manon. « Je ne veux pas, c'est trop amer. » Manon serra les lèvres, secouant la tête. « Tu veux que la sorcière t'emmène » hurla Valérie d'une voix dure. « C'est le lait magique. Après l'avoir bu, tu dormiras tout de suite. Si tu restes éveillé et que tu sors de la chambre, je laisserai ces gens dehors t'emmener et ne me demande pas de te sauver. » La menace cruelle frappa la peur innocente de l'enfant. Manon prit le verre en tremblant, ferma les yeux et but le liquide amer. Sa belle-mère voyait la fille de son mari comme une nuisance qu'il fallait éteindre pour pouvoir profiter de sa vie d'excès. Valérie lui reprit le verre vide, se leva et sortit sans oublier de mettre le verrou de sécurité extérieur. La scène la plus douloureuse fut celle qui suivit. La caméra enregistra Manon assise dans un coin, serrant son ventre car les nausées l'attaquaient. Ses yeux se fermèrent, sa tête bascula sous l'effet des sédatifs. Elle s'évanouit sur le plancher froid, tombant dans un sommeil forcé tandis que derrière la porte close, la musique continuait, le bruit des verres qui s'entrechoquaient et les rires couvraient complètement la respiration faible et solitaire de l'enfant. Jean-Pierre avança les vidéos des jours suivants. Le processus cruel se répétait comme un cauchemar. Manon se réveillait avec une faim terrible, pleurant doucement pour son papa, seulement pour que Valérie entre et l'oblige à boire ce lait pour continuer à dormir. Elle sautait le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Le petit corps de Manon s'affaiblissait sous les yeux de Jean-Pierre, passant d'une enfant active à un fantôme gisant sur le sol. Le sentiment de culpabilité initial se transforma rapidement en une fureur immense. Jean-Pierre frappa fort sur le bureau, faisant sursauter l'iPad. Il se leva brusquement, donnant un coup de pied dans le fauteuil. Ses yeux étaient injectés de sang par la douleur et la haine. Il voulait briser l'écran, courir et écraser cette femme maléfique. Mais juste au moment où il allait éteindre l'appareil, incapable d'en supporter davantage, une nouvelle vidéo, enregistrée la veille au soir la dernière avant son retour, se lança automatiquement. Jean-Pierre se figea. Sur l'écran, les amis de la fête étaient partis. Le salon était en désordre, mais Valérie n'était pas seule. Une ombre d'homme entra dans le champ. Il portait un costume élégant mais avait retiré sa veste, tenant un verre de vin rouge. Il s'approcha de Valérie, l'enlaçant intimement par la taille, en plein milieu du salon de Jean-Pierre. Jean-Pierre retint sa respiration, ses yeux rivés sur l'écran comme s'il voulait le transpercer. Il ne restait que deux, Valérie et l'homme. Le type portait une chemise blanche aux 2 premiers boutons ouverts, les manches retroussées montrant une Rolex en or massif qui brillait sous la lampe. Il versa du vin rouge ou un château Pétrus hors de prix de la cave de Jean-Pierre dans 2 verres en cristal avec des mouvements si naturels qu'on aurait dit qu'il était le propriétaire des lieux. Santé à la merveilleuse absence de monsieur le millionnaire, lança l'homme en levant son verre, la voix pâteuse par l'alcool mais empreinte d'une arrogance familière. Lorsqu'il se tourna vers la caméra pour sourire à Valérie, Jean-Pierre sentit comme une décharge électrique le parcourir, paralysant tout son corps. L'iPad faillit lui tomber des mains. C'était Nicolas. Nicolas Luna. Le meilleur ami de Jean-Pierre depuis l'université, celui qui avait partagé son pain noir au début de leur start-up. Celui qui était maintenant le directeur financier du groupe Montalvo, détenant les clés du coffre-fort de l'empire que Jean-Pierre avait bâti avec tant d'efforts. L'homme en qui Jean-Pierre avait une confiance aveugle, au point de lui confier toute la gestion de sa fortune et de sa famille lorsqu'il voyageait. La vérité qui se présentait à lui était plus cruelle que n'importe quel cauchemar, son frère d'âme était là, chez lui, buvant son vin et enlaçant sa femme. « Mon amour, combien de temps crois-tu que cet imbécile de Jean-Pierre restera à Londres ?» demanda Nicolas en posant ses pieds chaussés de cuir brillant sur la table basse en verre. « J'espère qu'il restera quelques semaines de plus. Ce projet sans intérêt lui coûtera une fortune, mais nous remplira les poches, n'est-ce pas ?» Valérie ria sournoisement, posant sa tête sur l'épaule de Nicolas, ses doigts caressant son torse. « Tu es très méchant, Nico. Mais j'adore ça. Le vieux m'a envoyé un message disant que je lui manquais, qu'il voulait rentrer plus tôt. J'ai dû inventer que j'étais malade pour qu'il n'ait pas l'idée de revenir nous déranger. Ce distributeur automatique sur pattes.
se moqua Nicolas en buvant une gorgée. Il ne sait que gagner de l'argent, le dépenser c'est mon rôle. J'ai déjà transféré 2 millions d'euros du fonds de réserve vers le compte fantôme aux îles Caïmans. La semaine prochaine, on pourra prendre des billets pour les Maldives pour fêter ça. Un dégoût profond monta à la gorge de Jean-Pierre, amer. Il mit la main devant sa bouche, contenant l'envie de vomir. Il s'avérait que ces voyages ne servaient pas à construire un avenir pour sa famille, mais à engraisser les deux parasites qui vivaient sous son propre toit. Non seulement il trahissait son affection, mais il pillait aussi son patrimoine de l'intérieur. Mais la pire méchanceté n'était pas dans l'argent ou l'adultère. Elle était dans leur inhumanité envers une enfant. Nicolas posa son verre, pointant du doigt la porte fermée de la chambre de Manon au bout du couloir. « Dis, et la morveuse ? Elle dort ? Je ne veux pas qu'elle commence à pleurer pour son papa juste quand on passe aux choses sérieuses, ça me couperait l'envie. » Valérie haussa les épaules avec une froideur cruelle. « T'inquiète pas, mon chéri. Je lui ai déjà donné le lait spécial. Cette fois, j'ai doublé la dose comme tu m'as demandé. 2 pilules. Elle est tombée raide morte tout de suite. Elle dort déjà. » « Bien, bien, » opina Nicolas avec approbation, ses yeux brillants de cruauté. Les enfants doivent obéir ou dormir. Quelle n'est pas l'idée de se lever et de traîner par ici? Si elle me voit, ce sera un gros problème. Qu'elle continue à jouer à la princesse dormante. Ce médicament est sûr, au pire elle dormira quelques jours, il ne lui arrivera rien. Merci, je sais, gloussa Valérie en se blottissant contre Nicolas. Je lui ai dit que si elle sortait, la sorcière l'attraperait. Elle est devenue pâle de peur. Elle est aussi bête que son père. Jean-Pierre enfouit sa tête dans ses mains. Son monde s'effondrait. Les rires macabres des deux traîtres résonnaient dans ses oreilles, se mélangeant aux sanglots de Manon dans sa mémoire. Il s'avérait que Nicolas, son meilleur ami, que Jean-Pierre appelait « tonton Nico » devant sa fille, était le cerveau. C'était lui qui avait manipulé Valérie pour qu'elle empoisonne sa fille, juste pour satisfaire leurs désirs égoïstes. Jean-Pierre avait confié la clé de sa maison à un loup et son cœur à un serpent venimeux. Sa propre naïveté et sa confiance aveugle avaient transformé cette maison en un enfer pour Manon. Il était complice indirect de ce crime. La douleur de la double trahison, ajoutée au remords, fit trembler Jean-Pierre. Mais très vite, le tremblement cessa. Il releva la tête. Ses yeux ne montraient plus de désespoir ni de douleur. À la place, ils étaient devenus froids, tranchant et cruel comme un scalpel. C'était le regard de quelqu'un qui a tout perdu et n'a plus rien à craindre. C'était le regard de la vengeance. Il se leva lentement, ajusta sa veste, reboutonna le bouton qui avait sauté. Il prit l'iPad rempli de preuves, le tenant sous son bras comme une arme secrète. Sa silhouette solitaire s'allongeait sur le sol du bureau vide, émanant une énergie terrifiante, jamais vue chez l'entrepreneur calme qu'il était habituellement. Jean-Pierre sortit du bureau, traversant le salon en désordre sans même un regard. Il fit signe à Stéphane et aux gardes du corps qui attendaient dans le vestibule de le suivre. « Nous avons fini ici, » dit Jean-Pierre d'une voix profonde et ferme, sans émotion. « Retournons à l'hôpital. Il est temps de baisser le rideau. » Il marcha d'un pas décidé vers la porte principale, laissant derrière lui la maison pleine de fantômes du passé. La vraie tempête n'était pas son retour, mais ce qui allait suivre. Il apportait la vérité nue pour affronter les coupables, et cette fois, il n'y aurait aucune pitié. Jean-Pierre sortit de l'ascenseur de l'hôpital privé de Paris. Le bruit de ses chaussures en cuir sur le carrelage résonnait froidement, comme les coups du destin. Le long couloir blanc s'étendait, mais ses yeux étaient fixés sur un seul point au bout de la salle d'attente. Là, la scène d'amitié se jouait à la perfection. Nicolas, toujours dans son costume impeccable, était assis à côté de Valérie sur le banc. Une main consolait l'épaule de la femme, l'autre reposait possessivement sur le dossier du siège. À côté de lui, un énorme bouquet de fleurs et une boîte de Lego coûteuse encore emballée, l'accessoire parfait pour le rôle du bon tonton venu voir sa nièce malade. Dès qu'il vit apparaître Jean-Pierre, Nicolas se leva immédiatement. Il ajusta sa cravate avec un sourire de pitié professionnelle, le même qu'il utilisait pour conclure des affaires millionnaires. Il marcha vers Jean-Pierre, ouvrant les bras pour donner l'accolade à son ami. Jean-Pierre. Mon Dieu, dès que j'ai su, j'ai accouru, dit Nicolas d'une voix pleine de fausse inquiétude. Comment va Manon? Valérie m'a appelé,
Elle pleurait toutes les larmes de son corps. « Ça va, mon frère ?» Jean-Pierre ne s'arrêta pas. Juste au moment où Nicolas lui toucha l'épaule, il le repoussa. La poussée, forte et sèche, fit vaciller Nicolas qui faillit tomber sur le chariot de médicaments d'une infirmière. « Mais qu'est-ce que ?» s'exclama Nicolas. Son sourire se figea, la surprise se lisant sur son visage, se transformant rapidement en panique lorsqu'il croisa le regard de Jean-Pierre. Il n'y avait plus de confiance ni d'amitié de 20 ans dans ces yeux-là. Seulement un feu de haine ardent qui brûlait tout. Jean-Pierre ne dit rien. Il s'approcha de la table basse devant Valérie, qui était recroquevillée, et d'un mouvement rapide, jeta l'iPad avec force sur la table en verre. Crac. Le bruit sourd fit se retourner tout le monde dans la salle d'attente. L'écran de l'iPad s'alluma, jouant automatiquement la vidéo de la veille avec le volume au maximum. Santé à la merveilleuse absence de Monsieur le millionnaire. La voix pâteuse de Nicolas résonna dans tout le couloir silencieux, clair et audible. Je lui ai déjà donné le lait spécial. Cette fois, j'ai doublé la dose. Elle est tombée raide morte. Bien, les enfants doivent obéir ou dormir. Qu'elle continue à jouer à la princesse dormante. Le rire moqueur, les mots malveillants et le calcul cruel des deux amants furent exposés en pleine lumière. L'espace se figea. Les infirmières s'arrêtèrent, les patients et leurs familles cessèrent de parler. Tous les yeux étaient fixés sur les deux protagonistes de la vidéo et sur les deux êtres de chair et d'os qui étaient là. Valérie resta immobile, se couvrant la bouche avec des mains tremblantes pour étouffer un cri de terreur, ses yeux écarquillés d'horreur fixant l'écran comme si elle voyait un fantôme. Nicolas se figea, une sueur froide coulant sur son front et ses tempes. Il bégaya, essayant de trouver une excuse, mais sa gorge était sèche, incapable de prononcer un mot face à la preuve irréfutable qui lui hurlait au visage. « Jean-Pierre. Laisse-moi t'expliquer. » C'est. Balbutia Nicolas, tendant la main pour éteindre l'iPad. Mais Jean-Pierre fut plus rapide. Il s'approcha, se plantant devant Nicolas, l'obligeant à reculer contre le mur. La hauteur et la présence imposante de Jean-Pierre firent se recroqueviller Nicolas. « Expliquer quoi ? Que veux-tu expliquer, Nicolas ?» La voix profonde de Jean-Pierre résonna avec autorité, chaque mot comme un clou dans l'air. « Pourquoi as-tu bu mon vin et couché avec ma femme ? Ou pourquoi tu l'as incité à empoisonner ma fille ? Je ne voulais pas. Je plaisantais juste. » Tenta de se sauver Nicolas, la voix tremblante. « Plaisanter ?» Jean-Pierre haussa le ton, sa main se fermant en un poing tremblant pour contenir l'envie de frapper. « Tu as vu ma fille comme une plaisanterie ? Qu'est-ce qu'elle est pour vous ? Une poupée sans vie qu'on peut éteindre avec des somnifères quand elle dérange ? » Il se tourna vers Valérie qui sanglotait sans retenue. « Et toi ? Je t'ai confié ma fille. J'ai eu confiance en toi et tu m'as payé en la laissant mourir de faim, en la forçant à prendre des cachets pour pouvoir faire la fête avec cette ordure. » Le silence s'empara du lieu, lourd et asphyxiant. On n'entendait que la respiration agitée de Valérie et on voyait le regard lâche de Nicolas. Personne n'osa intervenir, car la rage du père était trop juste, trop douloureuse. Juste à ce moment, la porte du bureau de sécurité au coin du couloir s'ouvrit. 2 policiers en uniforme et 2 inspecteurs, que Jean-Pierre avait contactés en secret et à qui il avait envoyé les preuves avant d'arriver, sortirent en silence. Ils ne se précipitèrent pas, mais leur présence était lourde. Ils s'approchèrent, formant un cercle autour des 2 suspects terrorisés. Nicolas vit la police, son visage devint gris. Il savait qu'il avait perdu la partie complètement. Il n'y avait aucune échappatoire ni excuse qui le sauverait face à la loi. Jean-Pierre se redressa, ajusta sa veste, regarda Nicolas une dernière fois. Ses yeux ne montraient plus une rage explosive, mais un mépris total. « C'est fini, Nicolas. Notre amitié, ta carrière, ta vie. Tout s'arrête ici. » Cela dit, Jean-Pierre tourna le dos aux 2 traîtres. Il ne voulait pas les voir une seconde de plus. Sa mission ici était terminée. Maintenant, c'était le moment de retourner auprès de la seule personne importante, celle qui était seule dans la chambre d'hôpital. Il fit un léger signe de tête à l'inspecteur principal pour qu'il fasse leur travail. Jean-Pierre marcha vers la porte de la chambre de Manon, laissant derrière lui le chaos, les murmures et les larmes fausses. Mais juste au moment où il posait la main sur la poignée, le bruit de métal s'entrechoquant derrière lui l'arrêta.
C'était le son des menottes se refermant sur les poignets des coupables, annonçant que le châtiment avait commencé. Nicolas Luna et Valérie Montalvo, vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance sur mineurs, administration de substances nuisibles et association de malfaiteurs, résonna la voix de l'inspecteur, froide et tranchante comme le marteau d'un juge. Juste après l'annonce, vint le son sec du métal. Les menottes brillantes se refermèrent sur le poignet de Nicolas puis sur celui de Valérie, créant un contraste ironique avec les bijoux coûteux qu'il portait. Valérie s'effondra complètement, ses jambes la lâchant, tombant à genoux sur le carrelage froid devant tout le monde. Le masque d'élégance vola en éclats, révélant la faiblesse et la lâcheté qu'elle portait en elle. « Non. Je n'ai rien fait. Jean-Pierre, tu dois me croire. » hurla Valérie, la voix brisée par la panique. Elle tenta de se dégager de la main du policier, pointant un doigt tremblant vers Nicolas. « C'est lui. C'est lui qui m'a dit. Nicolas a dit que si je lui donnais le médicament, elle dormirait tranquille et on aurait du temps pour nous. J'ai seulement fait ce qu'il a dit. Jean-Pierre, sauve-moi. » Tous les regards se dirigèrent vers Nicolas. L'homme qui maintenait toujours l'image sérieuse et éduquée d'un directeur financier puissant se montrait maintenant comme un animal acculé. Il se débattit, essayant de garder un peu de dignité en arrangeant le col de sa veste, mais ses yeux fuyants et son front en sueur trahissaient sa panique extrême. « Tais-toi, espèce de folle !» lui cria Nicolas, la voix tremblante. Il se tourna vers le policier, tentant d'utiliser ses connaissances juridiques. « Je ne dirai rien. J'exige un avocat. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter sans mandat officiel. C'est de la calomnie. » Mais en croisant le regard de Jean-Pierre qui l'observait, non avec rage, mais avec un mépris froid qui glaçait les os, l'arrogance de Nicolas s'évapora. Il savait qui était Jean-Pierre, une fois qu'il agissait, c'est qu'il avait déjà la victoire assurée. Nicolas regarda avec peur son ami de 20 ans, sa voix devint douce, suppliant avec bassesse. « Jean-Pierre. Mon frère. Tu as mal compris. Je voulais juste le meilleur pour toi. Tu sais qu'on est des frères. » Jean-Pierre resta debout, appuyé contre le mur, regardant la scène pathétique avec un calme effrayant. Les suppliques et les accusations ne l'émurent pas. Pour lui, les deux personnes face à lui n'étaient plus ni épouses ni amies, c'étaient juste des criminels qui devaient payer pour la douleur de sa fille. Des frères ? Jean-Pierre sourit amèrement, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Les frères ne couchent pas avec la femme de leur ami et n'empoisonnent pas sa fille. Il s'approcha, sa voix calme mais lourde de sens. Et laisse-moi te dire une chose clairement, maintenant. Mon équipe d'avocats est en train de traiter ton licenciement pour faute grave. En même temps, une équipe d'auditeurs indépendants est en route vers le siège. Ils éplucheront tous les fichiers financiers des 5 dernières années. Tu croyais que je ne savais pas pour les millions que tu as passés au Caïman ? Prépare-toi, Nicolas. La prison sera ta retraite. Le visage de Nicolas se vida de son sang. Il comprit que sa vie était finie. Il ne perdrait pas seulement sa liberté, mais tout son honneur, son argent et sa carrière construits sur des mensonges. Emmenez-les. Jean-Pierre fit un geste de la main indiquant la sortie. Les deux policiers relevèrent Nicolas et Valérie, les traînant vers l'ascenseur. Valérie hurla, désespérée, essayant de se retourner pour voir Jean-Pierre une dernière fois, mais elle ne reçut que son dos froid. « Maudit sois-tu, Jean-Pierre. Tu ne peux pas me faire ça. » Le cri désespéré de Valérie s'atténua lorsque la porte de l'ascenseur se referma, rendant la tranquillité au couloir de l'hôpital. La justice était arrivée tard, mais elle était méritée. Le couloir redevint silencieux. Jean-Pierre resta là un moment, fixant la porte close de l'ascenseur. Il lâcha un long soupir, comme s'il se délestait d'un poids énorme qu'il portait sur la poitrine depuis des heures. La rage était passée, la haine avait été libérée, mais la douleur restait là, latente. Il se tourna vers la porte de la chambre 305. Derrière cette porte se trouvait la douloureuse réalité qu'il devait affronter, la plus grande responsabilité qu'il devait assumer. Il lissa sa veste, se passa une main dans les cheveux, essayant d'effacer l'expression dure du justicier pour redevenir un père aimant. Jean-Pierre ouvrit la porte doucement et entra. La chambre d'hôpital était baignée de lumière blanche, calme. Manon était recroquevillée dans le petit lit, perdue dans les draps blancs trop grands. Elle portait une blouse d'hôpital et avait une perfusion dans la main. Ses grands yeux, cernés par le manque de sommeil,
regardèrent son papa avec étonnement et peur. Sa petite main serrait le bord du drap, ses doigts blancs par l'effort, comme si ce drap était le seul bouclier pour la protéger du monde terrifiant du dehors. En voyant son papa entrer seul, Manon regarda derrière lui, cherchant l'ombre de la sorcière Valérie. Lorsqu'elle réalisa qu'il n'y avait personne d'autre, elle soupira doucement. Ses petites épaules se détendirent un peu. Jean-Pierre s'approcha du lit, ses pas aussi légers que possible pour ne pas l'effrayer. Il approcha le tabouret, s'asseyant au bord du lit. Il tenta de sourire pour la rassurer, bien que son cœur saignât en voyant le visage émacié de sa fille. « Je suis là, Manon, » dit Jean-Pierre, sa voix chaude et tendre, bien loin de la voix dure de tout à l'heure. « Tout va bien, mon amour. Plus personne ne t'embêtera. » Il tendit la main, prenant doucement la main froide de sa fille avec la perfusion. Sa main était grande et râpeuse, couvrant la main petite et fragile. « Maman Valérie. Elle est où ?» demanda Manon dans un murmure, sa voix tremblant encore. « Elle est partie, » répondit Jean-Pierre avec fermeté mais douceur. « Elle et tonton Nicolas sont partis très loin. Ils ne reviendront jamais dans notre maison. À partir de maintenant, ce sera juste toi et moi. » Manon resta silencieuse un moment, comme pour assimiler l'information. Puis elle leva ses yeux humides vers son papa. « C'est vrai, papa ? Je n'aurai plus à boire le lait magique ? Je n'aurai plus à jouer à la princesse dormante ?» La question innocente de sa fille fut comme du sel sur la plaie de Jean-Pierre. Il se pencha, embrassant doucement le front de sa fille, contenant les larmes qui voulaient sortir. « Plus jamais, ma fille. Je suis désolé. Je suis tellement désolé d'avoir permis que tu subisses ça. Je te promets qu'à partir de maintenant, je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Je te protégerai quoi qu'il arrive. Je t'aime. » Ce n'était pas une promesse en l'air. C'était le serment d'un homme qui avait goûté à la perte et au regret, un père décidé à consacrer le reste de sa vie à réparer ses erreurs. Manon plongea son regard dans celui de son père, sentant la sincérité et le repentir. Elle se blottit timidement contre la poitrine de Jean-Pierre, y posant sa tête. La chaleur du corps de son père l'enveloppa, lui donnant la sécurité qu'elle avait tant désirée. Elle ferma les yeux, sentant l'odeur familière de son papa, un parfum de bois de santal mélangé à un peu de transpiration due à l'inquiétude, et non l'odeur d'alcool et de cigarette qui lui faisait peur à la maison. Le corps de Manon se détendit dans les bras de son père. Sa respiration devint plus régulière, même si de temps en temps elle sursautait en entendant un bruit étrange dans le couloir. 2 semaines après l'horrible incident, Manon sortit enfin de l'hôpital. Mais cette fois, la destination ne fut pas l'imposante résidence haussmannienne pleine de souvenirs froids et terrifiants. Jean-Pierre avait pris une décision radicale. En seulement 14 jours, il avait signé la vente de ses parts de l'entreprise, le travail de toute une vie, et mis en vente l'appartement millionnaire. Pour Jean-Pierre, les chiffres dansant sur son compte en banque ne signifiaient plus rien. Il avait réalisé une vérité douloureuse mais précieuse: l'argent pouvait acheter les poupées les plus chères, mais ne pouvait rendre ni l'enfance ni la paix à sa fille. Le jour du départ de Paris arriva. Il avait choisi une petite maison de campagne tranquille dans un village du Luberon, en Provence, comme leur prochaine destination. Là-bas, il y avait des champs de lavande, de l'air frais et, surtout, pas d'immeuble haut pour cacher le soleil. Jean-Pierre installa Manon dans la vieille Renault 4 qu'il venait d'acheter, ou le nouveau moyen de transport du père et de la fille. Plus de berline de luxe ni de chauffeur privé, juste 2 et le voyage vers le bonheur. « On va où, papa ?» demanda Manon quand Jean-Pierre bouclait sa ceinture. « On va dans une nouvelle maison, mon amour. Un endroit avec beaucoup d'arbres, des cigales et des coquelicots. Tu vas adorer, tu verras. » La voiture se mit en route, quittant la ville de béton. Paris s'éloigna dans le rétroviseur, emportant avec elle le brillant et l'obscurité du passé. Sur la route, Manon collait son visage à la vitre. Le paysage changeait, les immeubles laissaient place à des forêts denses et des champs infinis. La tristesse habituelle dans ses yeux disparaissait, remplacée par la curiosité. Lorsqu'ils arrivèrent devant une maison en pierre sèche au milieu d'un grand terrain, le soleil de l'après-midi baignait le lieu de tons dorés. La maison avait des volets bleus et était entourée de fleurs sauvages. C'était paisible. Manon descendit de la voiture, hésita un peu, puis courut vers le champ de fleurs. « Papa, regarde les fleurs. » Elle ouvrit les bras, tournant sur elle-même.
Son premier rire fort brisa le silence de la campagne comme une mélodie de renaissance. Cependant, le véritable défi les attendait le lendemain matin. Le soleil entrait par les rideaux de fleurs, dansant sur le sol en terre cuite de la cuisine provençale. Jean-Pierre s'était levé tôt. Il préparait le petit déjeuner. Il avait acheté des oranges juteuses au marché du village la veille. Il les coupa et les passa aux presse-agrumes. Le bruit du moteur se mêlait au chant des oiseaux. Manon sortit de sa chambre, serrant toujours Monsieur Bouton. Elle se frotta les yeux, les cheveux en bataille. Jean-Pierre se retourna, souriant pour la saluer, mais son sourire se figea en voyant Manon s'arrêter net. Ses yeux étaient fixés sur le verre de jus d'orange doré que Jean-Pierre venait de poser sur la table en chêne. À cet instant, le temps s'arrêta. Le souvenir horrible des vers de les roses mortelles envahit l'esprit innocent de l'enfant. Pour Manon, un verre de liquide coloré sur la table le matin n'était pas une boisson saine, mais le signal d'un jeu cruel. Le début des maux de ventre et des rêves forcés. Les petites épaules de Manon commencèrent à trembler. Elle recula d'un pas, collant son dos au cadre de la porte. « Papa » demanda Manon en tremblant, d'une voix minuscule. « Si je bois ça, je dois dormir tout de suite ?» La question innocente mais déchirante fut comme un couteau dans le cœur de Jean-Pierre. Il réalisa que même à des centaines de kilomètres de Paris, le fantôme du passé collait à elle, caché dans les choses les plus normales comme un verre de jus d'orange. Jean-Pierre s'essuya les mains sur son tablier, marcha vers la table, mais s'arrêta à distance respectueuse. Il s'accroupit lentement pour se mettre à la hauteur des yeux de Manon. « Manon, regarde-moi » dit Jean-Pierre d'une voix tranquille et ferme. Il tendit la main et prit le verre. Manon se recroquevilla, fermant les yeux comme si elle attendait un ordre forcé. Mais il n'y en eut aucun. « C'est du jus d'orange fraîchement pressé. Des oranges du marché, rien de plus. Et le plus important. Je vais boire en premier. » Sous le regard dubitatif de sa fille, Jean-Pierre porta le verre à sa bouche. Il but une grande gorgée, l'avalant avec plaisir, faisant un bruit satisfait pour montrer à quel point c'était rafraîchissant. C'est doux et frais. Aucune amertume. Il reposa le verre, mais ne le poussa pas vers Manon immédiatement. Il la regarda profondément, ouvrant les bras. « Mon amour, écoute-moi. À partir de maintenant, dans cette maison, il n'y aura plus de jeux obligatoires. Pas de princesse dormante, ni de sorcière, ni de pilule pour dormir. Tu peux te réveiller quand tu veux, dormir quand tu veux. Si tu veux manger, mange. Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. La décision est à toi. Je ne suis pas là pour te forcer à quoi que ce soit. Je suis là pour te protéger. » Les paroles sincères et l'action de son père firent fondre la dernière couche de peur qui recouvrait le cœur de Manon. Elle vit le verre à moitié vide, puis le visage aimant de son papa. Il n'y avait pas de mensonge ici. Manon lâcha l'ours en peluche, marchant avec précaution vers la table. Sa petite main toucha le verre froid. Elle regarda encore son papa pour confirmation. Jean-Pierre acquiesça, patient. Manon souleva le verre à deux mains. Elle le sentit, l'arôme frais de l'orange l'envahit, très différent de l'odeur chimique d'avant. Elle but une petite gorgée. Le goût sucré et pur s'étendit dans sa bouche, effaçant l'amertume du souvenir. Pas de douleur. Pas d'envie de dormir. Juste la fraîcheur. Manon ouvrit les yeux, surprise puis heureuse. Elle but une plus grande gorgée, puis vida le verre. « C'est bon, papa. » Elle reposa le verre avec un claque. Un sourire radieux apparut, montrant ses dents de lait manquantes. Elle se jeta dans les bras de son père. Jean-Pierre la serra, sentant la sécurité absolue s'étendre non seulement pour Manon, mais aussi pour lui. Il regarda par la fenêtre où le soleil inondait la campagne provençale. À cet instant de calme, Jean-Pierre comprit qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait toute sa vie. Sa plus grande richesse n'était pas les gratte-ciel à son nom ni son compte en banque, mais la tranquillité dans le sommeil de sa fille, son sourire sans peur et ce matin simple avec un verre de jus d'orange. Les ombres du passé avaient été laissées pour toujours dans l'obscurité, devant eux s'ouvrait un avenir lumineux où l'amour véritable guérirait toutes les blessures.